Ça craint. J'ai rien fait aujourd'hui alors que j'ai 1000 trucs à faire. Mais bon, demain, vraiment, je m'y mets. Allez, une petite to-do list pour me motiver. Il est quelle heure là? Attends, ça fait une demi-heure que je snooze? Bon, allez, je traîne juste 5 minutes avant de commencer la journée. C'est marrant cette vidéo. Ça dit quoi dans les coms? Mange avec ta bouche fermée. Je sais que sa réaction est fausse, j'ai vomi après 6 mois sans sucre. Ok, bon, qu'est-ce que ça dit là-dessus? Je peux pas avec elle. Hyper surcotée. Jamais entendu une bonne chose à propos d'elle. Je ne la supporte pas. Ok, bon. Elle monte sa tenue, ça c'est cool. Cette robe ne méritait pas cette combinaison de disrespect. Tout le monde l'a déjà dit, c'est décevant que des personnes comme ça, avec aucun style, se voient prêter ce type d'affaires. Ok. La liberté d'expression, c'est important. Et j'avoue que ça m'arrive d'être d'accord avec certains commentaires. C'est vrai que ces talons, je trouvais qu'ils allaient pas très bien avec sa robe. Mais est-ce qu'il y a besoin de le dire? Surtout quand tous les commentaires le disent déjà et pour des choses aussi futiles. Est-ce que je viens vraiment de passer toute ma matinée à scroller là? Les réseaux sociaux permettent à des milliers de personnes à travers le monde d'échanger, de communiquer, d'apprendre, mais c'est pas tout rose. Entre 18 et 30 ans, il y a 9 personnes sur 10 qui utilisent les réseaux. Et parmi tous ces utilisateurs, 45% se disent partiellement ou complètement addicts à ces plateformes. Chaque fois que tu vas scroller sur ton téléphone, tu es sujet à des milliers de stimulations. Les vidéos et photos vont vite, sont en plein écran, contiennent des couleurs vives et diverses, des audios de quelques secondes qui correspondent à la partie la plus stimulante des musiques et qui vont rester bloqués dans ta tête toute la journée. Regarder chacune de ces vidéos, ça sécrète dans ton cerveau ce neurotransmetteur qui est lié au plaisir, à la motivation et à l'addiction, la dopamine. Cette molécule du plaisir, elle est aussi sécrétée lorsque tu passes du temps dehors à jouer, lorsque tu écoutes de la musique ou que tu caresses ton animal de compagnie. Mais l'instantanéité et la facilité de la sécréter depuis son canapé ou son lit, juste avec son téléphone à la main, ça l'emporte souvent. L'objectif de toutes ces plateformes, c'est que tu passes un max de ton temps dessus. Plus on y passe du temps, et plus les pubs peuvent être vendues cher, et plus nos données personnelles peuvent être collectées, analysées et revendues par les propriétaires de ces plateformes. Pour réussir à faire ça, les algorithmes ils sont étudiés et paramétrés pour prédire quels contenus vont maximiser ta durée de visionnage. Les développeurs de TikTok en particulier ont développé un algorithme hyper puissant qui exploite à la perfection le pouvoir d'addiction des réseaux. En été 2020, Instagram se lance aussi avec ce format qui sont appelés les Reels. Et en été 2021, c'est au tour de YouTube à faire de même avec les YouTube Shorts. Tout ça pour essayer de concurrencer TikTok. Il y a plusieurs raisons qui font que ce type de format-là spécifiquement, les vidéos courtes et qui prennent tout l'écran comme ça, sont bien plus addictifs que Facebook ou Instagram à l'époque de leur sortie. Premièrement, la passivité. En plus de mettre en avant des vidéos à forte stimulation, avec beaucoup de transitions et de prises de vue différentes, ce format joue sur notre envie de passivité. Notre cerveau, il préfère toujours l'état agréable de la passivité plutôt qu'une prise de décision. Lorsqu'on ouvre l'application TikTok ou la section Reels sur Instagram ou YouTube Short sur YouTube, nous n'avons plus de choix à faire quant à quelle vidéo aller regarder. Le seul mouvement qu'on doit faire, c'est scroller. Deuxièmement, le système de loterie. La sécrétion de dopamine qui est associée à la lecture de vidéos, elle est encore plus grande lorsque la récompense, elle est incertaine et imprévisible. C'est ce qui pousse à l'addiction des machines à sous dans les casinos, parce que le gain, il est aléatoire et incertain, tout comme il l'est d'aimer plus ou moins une vidéo. C'est la surprise et l'attente d'une vidéo qu'on va aimer encore plus que la précédente qui nous donne l'envie de continuer à scroller. Troisièmement, l'effet Zeigarnik. Lorsqu'on ne termine pas une action, notre cerveau, il est dans une situation un peu inconfortable. On a donc le besoin un peu irrésistible de finir une tâche pour pouvoir passer à une autre. Cette motivation d'achèvement, ça va nous pousser à regarder la vidéo jusqu'au bout, puis le système de loterie, ça va nous pousser à scroller et à re-regarder une vidéo jusqu'au bout, ainsi de suite. Je ferai peut-être une vidéo plus approfondie sur l'effet Zeigarnik si ça vous intéresse, et c'est une bonne occasion de vous rappeler de vous abonner si vous voulez en voir plus. Je reprends. Petite parenthèse par rapport au terme d'addiction. Certains chercheurs pensent qu'il vaut mieux parler d'utilisation problématique des réseaux sociaux, car ils craignent qu'utiliser le mot addiction minimise la gravité des addictions traditionnelles, comme les addictions aux substances par exemple. J'ai quand même utilisé ce mot, premièrement parce que c'est plus simple que utilisation problématique des réseaux sociaux, et deuxièmement parce que je trouve que justement la gravité de cette utilisation problématique des réseaux sociaux, elle est vachement minimisée. En plus de leur côté addictif, l'utilisation excessive des réseaux, ça peut entraîner des problèmes de sommeil, une satisfaction très basse quant à sa vie, de la jalousie et même augmenter l'anxiété. Et tout ça, ça peut amener à un autre aspect vicieux des réseaux, la méchanceté en ligne. En faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé énormément d'articles qui mettent en lumière la haine. L'Institut stratégique du dialogue, il le classe en 4 catégories: sexe et orientation sexuelle, origine ethnique et raciale, religion et handicap. Cette sensibilisation, elle s'accroît beaucoup ces dernières années, ce qui est génial, mais en général, ce qui est inclus dans ces études, c'est uniquement la haine extrême, les insultes, les critiques virulentes
plaintes par rapport à l'identité. Et heureusement, ça représente qu'un petit pourcentage de toutes les activités sur Internet. En revanche, ce que je remarque de plus en plus, c'est la petite méchanceté. C'est pas de la haine pure et dure, c'est plutôt de la banalisation des petits pics qui sont lancés dans les sections commentaires de certaines vidéos. Étant donné que je voulais pas y réfléchir toute seule, je vous ai demandé sur Instagram vos avis, d'où provenait cette méchanceté et des potentielles solutions. Vous étiez énormément à répondre, merci. Et quelques idées principales de causes sont revenues. La jalousie, le manque de confiance en soi, les insécurités, qui font que rabaisser l'autre va permettre de se rassurer soi-même quant à sa vie et de se sentir mieux. Ça, c'est bien évidemment accentué par le fait que sur les réseaux en général, on voit que l'aspect parfait de la vie des gens. Ces derniers temps, il y a beaucoup plus de personnes qui montrent la réalité, des Insta vs Reality, des photos sans filtre, leur maison quand c'est en bazar, des photos quand les personnes font rien de la journée, qu'elles restent dans le lit. Mais d'un autre côté, c'est quand même beaucoup moins esthétique ça plutôt que ça. Et en tant que consommateur, on a obligatoirement moins envie de cliquer là-dessus parce que je pense vraiment que notre œil, il est attiré par le beau et par ce qu'il y a d'esthétique. Il a envie de voir de l'harmonie sur une image. En plus, lorsqu'on passe une majorité de notre journée dans le lit, il y a forcément moins de contenu à prendre en photo. Alors qu'au contraire, si tu fais plein d'activités pendant ta journée, tu fais une balade, photo des rues, tu passes devant un fleuriste, photo des fleurs, tu fais une petite séance de sport, photo aussi. À la fin de la journée, on se retrouve avec beaucoup plus de photos, mais qui correspondent à la même durée qu'on a passé la veille dans le lit, à rien faire. Donc même si je suis amplement pour partager plus de cette réalité, on en verra forcément moins pour toutes ces raisons. Deuxième cause de la méchanceté sur Internet, la barrière de l'écran et l'anonymat, qui donne l'illusion de pas totalement être responsable de son comportement en ligne. Jamais dans la vraie vie, une personne va aller voir une autre qui marche dans la rue pour lui dire « Hey, tes chaussures, elles sont moches ». Mais sur les réseaux, si. C'est également lié à cette croyance que lorsqu'une personne s'expose sur les réseaux et poste sur les réseaux, elle accepte de se faire critiquer, voire insulter. Et la distance physique, ça peut parfois aussi faire oublier qu'il y a une autre personne au bout, derrière sa vidéo, et que les commentaires méchants, ça peut engendrer du mal-être chez cette personne. Troisième raison à la méchanceté, la frustration et que le contenu ne soit pas éducatif. On l'a bien vu avec l'addiction en début de vidéo, parfois on a envie d'arrêter de scroller, mais on n'y arrive pas. On décide pas à 100% de notre comportement. Alors si en plus ce qu'on regarde, ça nous apporte rien, ça nous apprend rien, on a encore plus l'impression de perdre son temps. Donc un sentiment de frustration. Certains utilisateurs vont donc extérioriser cette frustration en lançant des pics. D'un autre côté, sur les réseaux, on trouve aussi beaucoup de contenu très éducatif. Un bon exemple, c'est lié à l'alimentation. Il y a énormément de personnes qui expliquent pourquoi manger ceci, pourquoi manger cela, pourquoi ne pas manger ceci ou cela, quels aliments, etc. Et dans la grande majorité des cas, c'est fait avec beaucoup de bienveillance pour aider les gens. Mais c'est aussi à nous, en tant que consommateurs de ce contenu-là, de réfléchir à ce qu'on veut suivre ou pas. Qui est-ce qu'on veut écouter? Parce que si on écoute tous les types d'alimentation différents, ce serait vachement compliqué de se nourrir. Donc à titre personnel, je préfère le contenu éducatif quand même, mais je pense que c'est super important de garder toujours un esprit critique. On est passé d'une ère où peu de personnes pouvaient publier des informations, journalistes, scientifiques, chercheurs, à une ère où énormément d'informations est disponible partout tout le temps et parfois se contredisent d'ailleurs. Et les algorithmes, ils ont été créés afin de trier ces informations et de décider lesquelles mettre en avant pour qui. Et ça nous mène à la troisième partie, un autre vice majeur des réseaux, les bulles de filtre. Comme on l'a vu, les algorithmes, ils nous recommandent des idées qu'on va aimer. Mais à force de voir les mêmes avis, les mêmes opinions sur les mêmes choses, et de jamais être confronté à des avis divergents, ça peut nous donner la fausse impression que tout le monde est d'accord avec nous. Et ça, apparemment, ça aurait tendance à renforcer les opinions et les croyances des utilisateurs et de nous rendre plus extrêmes dans nos opinions. C'est ça, les bulles de filtre. Le Wall Street Journal, ils ont créé une expérience pour essayer de comprendre un peu mieux comment fonctionnait l'algorithme TikTok. Il y a 100 comptes robots qui ont été créés afin de regarder des centaines de milliers de vidéos. Pour montrer leurs intérêts, les robots, ils étaient programmés pour faire pause ou pour re-regarder une vidéo qui contenait certains hashtags ou qui parlait de tel ou tel sujet. Les résultats de cette expérience, c'est que certains de ces comptes se retrouvaient dans une spirale sans fin de contenus similaires et parfois incluant du contenu lié à la dépression ou des vidéos qui encourageaient des troubles du comportement alimentaire. Je trouve qu'il est vraiment super important et que c'est génial que les réseaux permettent ça, de pouvoir se retrouver entre personnes qui souffrent des mêmes troubles afin de créer un espace dans lequel on se sent bien pour pouvoir s'exprimer quant à ces sujets-là. Et c'est également super important de sensibiliser. Donc en parler, je pense que c'est une bonne chose. Néanmoins, il arrive que certaines maladies mentales comme la dépression par exemple soient très romancées et presque glorifiées sur les réseaux. Dans ces cas, la bulle de filtre, elle va nous conforter dans notre propre mal-être en nous proposant du contenu toujours plus dark. Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls à utiliser ces bulles de filtre. Les moteurs de recherche aussi font qu'une même recherche peut générer sur la première page des résultats différents. Netflix, ils utilisent également notre historique de visionnage par exemple, afin de changer la miniature d'une même série pour nous la recommander. Si tu regardes souvent des films de romance, Netflix, il le sait, et il y a des chances que la miniature sélectionnée pour toi, elle contienne une scène d'amour ou de personnes qui semblent liées. Et ça va te donner beaucoup plus envie de regarder la série,
que si la miniature, elle était sur le thème de l'horreur, par exemple. Ces données, elles ont un potentiel d'influence énorme sur nous et je pense que la première étape, c'est déjà de s'en rendre compte. L'aspect addictif, la méchanceté et l'effet bulle, ce sont 3 des multiples vices des réseaux sociaux. Et en ce moment, j'ai vraiment l'impression de passer complètement à côté de certains moments que je pourrais passer avec des proches. Je pense aussi à tout le travail que je pourrais accomplir, tous les projets que je pourrais avancer si je passais pas ces heures-là sur les réseaux. Donc aujourd'hui, je commence une détox des réseaux de 7 jours. 6-7. Yes. Je continuerai peut-être plus longtemps si j'y arrive, mais le but là, c'est vraiment de créer une sorte de cassure. Il y a plein de programmes et de personnes qui le font différemment. Il y a d'ailleurs des petites idées de challenge qui sont super sympas, mais moi, je vais me fixer 3 règles pour ces 7 jours. Et je vous invite d'ailleurs à faire cette détox avec moi si vous avez envie. Premièrement, et sûrement la plus dure, 1 heure de téléphone par jour. Je pense que du coup, si j'appelle mes parents, ma famille, mes amis, j'essaierai de le faire avec mon ordi, comme ça n'interférera pas sur mes 1 heure de téléphone par jour, parce que je considère pas du tout qu'appeler les gens que j'aime ce soit relié à mon addiction au téléphone. Au contraire, pour moi, c'est la chose la plus incroyable avec la technologie, c'est de pouvoir communiquer aussi facilement. Deuxième règle, 10 minutes de méditation par jour. Quand je dis méditation, c'est juste m'asseoir en silence et voir quelles pensées arrivent dans ma tête. Je sais que le mot méditation, parfois, il peut faire peur, mais c'est juste ça. Bien sûr, il y a plein de types de méditation différentes, mais si vous voulez juste commencer la méditation, ça peut être tout simple. Je pense vraiment que méditer, ça peut m'aider dans cette détox, parce que passer du temps à regarder ces vidéos hyper rapides, ça réduit notre capacité d'attention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à lire des livres, je pense en partie, parce qu'il n'y a pas assez de stimulation. Je me retrouve souvent à avoir YouTube sur mon ordi et Instagram sur mon téléphone en même temps. Comme si une vidéo YouTube, c'était pas assez stimulant pour moi et qu'il me fallait en plus le téléphone. Je pense donc que la méditation, ça peut vraiment m'aider par rapport à ça. La 3e règle, c'est pas de téléphone du tout jusqu'à ce que je sois prête le matin. J'ai remarqué que ma tenue, comment je m'habillais la journée, ça influençait énormément ma motivation et le nombre de choses que je faisais dans ma journée. Et plein de fois, je me dis que je vais pas au campus, je vais juste bosser chez moi, donc j'ai pas vraiment besoin de m'habiller, je peux rester en jogging. Et à chaque fois, je suis beaucoup moins productive et je fais beaucoup moins de travail que ce que je devrais et que ce que je fais quand je suis habillée et que je me prépare le matin. Donc avant d'être prête, pas de téléphone du tout. Si vous avez envie de rejoindre ce petit challenge, ça me ferait trop plaisir. C'est beaucoup plus simple quand on est plusieurs à le faire, donc autant essayer de s'encourager. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, même si j'y passerai moins d'1 heure par jour. Je ferai quelques story quand même, donc n'hésitez pas à m'envoyer par message si vous comptez le faire, si cette vidéo vous a motivé, et aussi pour me tenir au courant au fur et à mesure de la semaine de comment vous vous sentez, si c'est très dur ou pas. Toutes les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo et à faire mes recherches sont dans la barre d'infos. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère qu'elle vous a plu. C'est définitivement celle qui m'a demandé le plus de travail en amont et sûrement de montage, mais je le sais pas encore là. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao!